Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, Bamako secoué par l'attaque terroriste du 17 septembre, analyse des conséquences et pistes de solutions possibles proposées par les experts et citoyens maliens. Drame au large de Dakar, la marine sénégalaise découvre 30 corps sans vie à bord d'une embarcation. C'est un autre fait marquant de la semaine. Inondation dévastatrice au Tchad, plus d'1 million de victimes, des destructions massives et des craintes pour l'avenir des sinistrés. Restauration du tombeau des Askia et monument historique de Gao, rené malgré les défis climatiques et l'instabilité régionale, symbole de la grandeur de l'empire Songhai. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Le mardi 17 septembre, juste 24 heures après la célébration du premier anniversaire de l'AES et le jour du 64e anniversaire de la gendarmerie nationale, Bamako a été secoué par une attaque d'envergure. Après les réactions d'indignation, les condamnations et les premières mesures prises, observateurs et citoyens analysent les circonstances de cette attaque et avancent des propositions pour éviter que la capitale ne connaissent à nouveau un tel scénario. Les analystes, quant à eux, appellent à une meilleure communication des autorités pour éviter la désinformation. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko. À Bamako, depuis une semaine, le sujet majeur dans les grains et dans les journaux est l'attaque terroriste des points stratégiques de la capitale, dont l'école de la gendarmerie nationale. Beaucoup n'arrivent pas à s'expliquer comment une telle institution qui célébrait son 64e anniversaire a pu être attaquée de la sorte. L'analyste des questions sécuritaires, Paul Oula, a sa petite idée. Le fait que l'attaque a quand même visé l'école de la gendarmerie est tout à fait stratégique, parce que si on essaie de voir, ce sont des élèves qui sont là-bas. Et l'école de la gendarmerie est aussi un lieu d'apprentissage où pratiquement ces jeunes sous-officiers ne sont pas quand même outillés sur le plan stratégique, sur le plan opérationnel. Le fait que le GNIM a revendiqué cette attaque, ça prouve à suffisance que le djihadisme est en train de se nationaliser, c'est en train de se localiser, ce qui veut dire que les jeunes sont en train d'épouser l'idéologie djihadiste. Au-delà des circonstances de cette attaque, c'est toujours l'attente d'un bilan de la part des autorités. La presse locale, en prenant des précautions d'usage, a annoncé 10 terroristes tués et plusieurs autres appréhendés et une 50aine de morts dans les rangs des forces armées. Amadou Sako, acteur des médias. Nous avons besoin d'informations sur l'attaque qui a eu lieu à Bamako, plus précisément dans notre capitale. Ça nous a tous touchés. Et donc, les citoyens étant touchés par l'événement, donc nous croyons que nous devons être informés de tous les petits, c'est-à-dire de tout sur l'attaque, et puis qui a fait l'attaque, et ensuite les personnes qui ont été touchées. Nous avons besoin de tout ça aujourd'hui. S'il n'y a pas d'informations, les fausses informations peuvent prendre le poids. Donc nous avons besoin des informations provenant de nos autorités et des informations claires et limpides pour que les citoyens puissent encore croire à ces autorités. Pour les populations, le caractère asymétrique de ces attaques rend la riposte difficile. Il ne reste plus qu'aux forces armées et aux autorités de renforcer la sécurité en restant vigilants. C'est vrai que nous avons eu tous peur dans un début, mais vu que la confiance que nous avons à l'endroit de nos autorités, mais cela n'empêche vraiment, on demande à l'autorité vraiment d'être vigilant, puisque un pays en guerre, c'est un pays qui peut tout le temps être attaqué à n'importe où et à n'importe quand. D'ores et déjà,
les autorités ont procédé à la fermeture de 7 marchés à bétail. Si le communiqué annonçant cette décision n'a pas donné les raisons, tout porte à croire que ces endroits sont soupçonnés d'avoir abrité les auteurs ou complices de l'attaque du 17 septembre, 5 jours avant la fête nationale de l'indépendance du Mali. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Nous sommes en ligne avec Mohamed Danyoko. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir. Alors, on va continuer cette discussion. Cette attaque a-t-elle un impact sur le quotidien des habitants de Bamako? Les gens modifient-ils leurs activités ou leur mode de vie en réponse à cette attaque meurtrière? Oui, effectivement, dans les premières heures, dans les 48 heures jusqu'à 72 heures après, c'était un peu de panique tout autour de l'école de gendarmerie. Donc, les habitudes avaient quand même changé. En passant juste à côté, on jetait un regard furtif vers l'endroit. C'est clair qu'il n'y avait pas assez d'affluence, mais depuis, le trafic est revenu à la normale. Les gens continuent à vaquer à leurs occupations. C'est comme qui dirait, ça appartiendrait pratiquement à un lointain souvenir, tant l'activité a repris tout autour de l'école de gendarmerie un peu partout à Bamako. Alors, il n'y a pas de bilan officiel jusque-là. Les autorités ont-elles promis de fournir un bilan clair des décès et des blessés suite à l'attaque? Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant de flou concernant les chiffres et comment cela affecte-t-il la confiance des citoyens envers les autorités? Pour le moment, on ignore pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communiqué par rapport au bilan, parce que dans les premières heures, le premier communiqué qui avait été fait, il avait été annoncé qu'il y aurait en tout cas d'autres communiqués plus explicites sur le bilan et toutes les situations et les conditions de l'attaque, mais sauf qu'on n'a pas encore ce communiqué. Mais aujourd'hui, la réalité, on a même entendu dans le reportage, les citoyens en tout cas veulent savoir davantage sur les conditions de l'attaque, les auteurs, et quelles sont les mesures prises pour carrément éviter que de tels scénarios se reproduisent. Les citoyens sont demandeurs, attendent que les autorités donnent ces informations, comme on l'a entendu dans le reportage. Ils pensent que ces informations pourront, n'est-ce pas, renforcer la confiance entre elles et les autorités. Donc aujourd'hui, c'est une demande des populations. Merci beaucoup Mohamed Danyoko pour toutes ces précisions. Nous avons quelques commentaires de nos téléspectateurs sur notre page Facebook. Victor Zagré dit ceci, je cite, ils peuvent attaquer mais ils ne repartiront pas vivants. Narcisse de Saron dit, je suis malien et je vis à Bamako depuis toujours. La route principale Modibo Keïta qui mène directement à l'école de la gendarmerie n'a jamais été sécurisée par une garnison importante et pourtant elle traverse aussi le quartier UP des ambassades. C'est l'une des principales failles. Alphonse Mbouaki, étant donné que les policiers et militaires sont régulièrement ciblés par les terroristes au Burkina Faso, au Mali et au Niger, ces 3 pays devraient logiquement transformer leur site militaire en forteresse avec une sécurité renforcée. Pourtant, il est surprenant de voir des camps militaires attaqués, des soldats tués en grand nombre, ce qui révèle la fragilité persistante des mesures de sécurité. Alphonse Mbouaki. Charles Bazema, il dit ceci, je cite, « Je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères condoléances à toutes les populations du Sahel victimes du terrorisme, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Ce qui s'est passé à Bamako prouve clairement qu'aucun pays n'est à l'abri des attaques. Au lieu de diviser les Maliens, cet attentat devrait les unir autour de leurs autorités, car la tâche est immense. Il est crucial de rester vigilant à tous les niveaux, même sur les détails qui semblent les plus significatifs, les plus insignifiants plutôt. C'est un commentaire signé Charles Bazema. Pour analyser cette situation au Mali et au Sahel, nous avons le plaisir de recevoir Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel de Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Monsieur Abdallah, bonsoir. Bonsoir. Étiez-vous surpris par l'ampleur de l'attaque du 17 septembre, notamment ciblant l'école de la gendarmerie nationale, et pourquoi? Écoutez, d'abord je regrette les pertes humaines, mais surtout je n'étais pas surpris. C'est pas la première surprise, c'est pas la première attaque à Bamako. Il y a eu une autre attaque en plein centre de Bamako dans un hôtel pendant un sommet de G5 au Tchad. Ce qui surprend maintenant, c'est que c'est à la veille de l'indépendance et en général dans nos pays,
ont fait un maximum d'efforts pour la sécurité. Mais je comprends bien les forces de sécurité, depuis plus de 12 ans, elles sont en alerte, les populations civiles et militaires également. Et c'est ça le coût d'une guerre, en particulier d'une guerre civile. Où voyez-vous les principales failles de sécurité dans l'attaque et à qui incombe la responsabilité de les combler? Bon, c'est difficile à dire. Les failles, il y a fatigue, usure des forces de sécurité. Ils sont en état d'alerte depuis 2012. Deuxièmement, s'il y a une faille, ce sont les dirigeants. Ils savent qu'une guerre qui dure longtemps. Prenez des grands pays en Afghanistan ou au Yémen, ils ont fait des guerres et les gens sont à bout. Le Mali, plus que le Niger, plus que le Burkina, est en crise depuis 2012, mais la crise avec le Nord date de 1964. Troisièmement, quand on a fait l'attaque à Timizwatan, il faut s'attendre, après les représailles de l'armée malienne ou du gouvernement malien, il faut s'attendre à une représaille. Et pour les djihadistes ou les rebelles, c'est facile. D'après tous les renseignements qu'on a, ils sont crédibles, il n'y avait pas plus d'une douzaine d'hommes armés pour venir à Bamako. Parce que venir en plus grand nombre peuvent être détectés, mais le problème du terrorisme, c'est qu'une seule personne peut faire autant de dégâts, sinon plus qu'une armée. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Oui, quelles conséquences pensez-vous que cette attaque aura sur la sécurité et la confiance des citoyens envers les autorités dans la région du Sahel? Alors, les conséquences les plus graves, c'est que bien que les JNIM qui revendiquent cette attaque soit un groupe de population du Nord et du Centre, ce que je crains d'abord, c'est l'impact sur les populations, la cohésion nationale. Donc, revanche contre les gens du Nord et du Centre, en termes plus clairs contre les Touaregs et contre les peuples. Or, ça va diviser, fragiliser davantage le régime et le pays. Donc, voilà la première conséquence. La deuxième, malgré les applaudissements, ce qui est normal, et les gens qui applaudissent parfois sont sincères, parfois c'est pour survivre, les conséquences, je vois, c'est l'économie, c'est la cohésion nationale. La priorité n'est plus au développement du pays, mais à la sécurité du gouvernement, à la sécurité des institutions. Et c'est difficile de combattre le terrorisme. On peut regarder tous les cas. Il n'y a que la Russie en Tchétchénie qui a pu mettre fin et encore au terrorisme. Donc il faut savoir dépasser ce problème. Mais les Russes, ils sont au Mali, ils sont dans la région. Oui, mais pas pour eux-mêmes. Ils sont appelés au Mali, mais vous avez vu les attentats, malgré la Tchétchénie, continuent à Moscou de temps à autre. Mais même s'ils viennent, le problème pour moi, du Mali, comme du Burkina, comme du Niger, c'est des problèmes nationaux. Il faut que nos pays apprennent à négocier avec les rébellions. En quelques secondes, selon vous, quelles mesures immédiates devraient prendre les autorités pour prévenir une nouvelle attaque à Bamako ou des attaques similaires dans d'autres capitales au Sahel? Vous parlez des négociations. Alors, la seule solution, c'est tendre la main et essayer de négocier. La crise malienne est beaucoup plus sérieuse et plus profonde que celle du Niger et du Burkina parce qu'elle avait au départ une dimension régionale, pour ne pas dire ethnique. Donc il faut gérer cette crise, ce n'est pas en restant à Bamako faisant des discours anti-occidentaux ou pro-occidentaux ou anti-russes ou pro-russes qu'on va régler les problèmes. Les problèmes sont internes pour éviter qu'une crise soit structurelle comme en Somalie, comme en Afghanistan. Il faut savoir négocier. Merci beaucoup, Ahmedou Ould Abdallah. Je signale que vous êtes directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Merci de votre expertise. Le Sahel, une région à la croisée des chemins.
Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Au Tchad, les pluies torrentielles et les inondations ont touché plus d'1 million de personnes, détruisant 200 000 habitations. Toutes les provinces sont touchées, laissant de nombreuses familles dans le désarroi. Les sinistrés confrontés à des conditions sanitaires alarmantes appellent à l'aide, tandis que le ministre de l'eau avertit d'un risque élevé d'inondation à N'Djamena. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena. Suivez. Le Tchad, pays sahélien, n'est pas épargné par les inondations dues à une pluviométrie exceptionnelle. Toutes les 23 provinces sont touchées, laissant de nombreuses familles dans le désarroi. Le cri de cœur des sinistrés de la ville de Laï, province de la Tangélé, maintenant hébergés dans les bâtiments publics. Notre case est cassée. Nous souffrons aussi avec nos voisins là. Nos enfants tombés malades sont tellement souffrus quand même. Avec les enfants là, on reste dans l'eau là seulement. Notre situation là, c'est grave. Notre maison là même, ça casse tout. Bientôt les élèves vont reprendre le cours. Si vraiment l'État peut nous secourir avec les tentes, sinon là chez moi là, ça va pas. Si les sinistrés de l'Aï, chef-lieu de la province de la Tangélé, élisent domicile des établissements scolaires, ceux de Bounan, département de Barsara, province du Mandoul, dans le sud du Tchad, ne savent où donner de la tête. Témoignage d'un habitant. Beaucoup de maisons sont dans l'eau. Il y a également les cases qui sont écroulées. Certaines personnes ne trouvent même pas de lieu pour y habiter. Je suis en train de vous parler là, je suis dans l'eau même. Trouver de l'eau potable pour boire même, c'est un problème. Seul Dieu qui peut nous protéger. Des fois, on est obligé de mettre l'eau là au feu pour faire bouillir avant de boire aussi. Sur le plan sanitaire, là, comme les routes sont tout bloquées, le fait d'aller à Koumra ou soit à Mouansala pour faire venir les médicaments dans les centres de santé, c'est un problème. Information confirmée par le médecin-chef du district de Bounan, Dr Tamadibé Mbaïtoloum, qui craint pour l'avenir. Je peux vous confirmer que les accès sont difficiles, soit impossibles ou soit à travers la pirogue pour les villages environnants. Et je peux vous signaler au passage que pour quitter Bounan, aller à Koumra, il faut monter 4 fois la pirogue. Déjà, nous craignons pour les jours à venir l'état sanitaire de nos populations parce que déjà dans certains villages, il y a la population qui commence déjà par développer des dermatoses, mais pour un futur proche, nous craignons pour des épidémies qui peuvent arriver. Nous avons fait un stock de médicaments, mais je ne sais pas, avec la situation de pluie, nous allons supporter jusqu'à quand. La situation est également peu reluisante dans la capitale, présentant le rapport d'échantillonnage et d'analyse des eaux de forage privées et de branchement de la Société tchadienne d'eau. Le ministre en charge de l'eau, Passalé Kanabé Marcelin, a signalé que plusieurs des puits à N'Djamena sont contaminés. Les données indiquent que les quartiers proches des fleuves ont le niveau d'eau remonté plus proche du sol par rapport aux quartiers les plus éloignés, soit entre 3,76 à 22,33 mètres. Concernant les analyses de la qualité de l'eau, les résultats bactériologiques ont mis en évidence un niveau de contamination avancé des eaux souterraines. Toutefois, la qualité physico-chimique est globalement bonne. N'Djamena risque de connaître le même sort que les années précédentes, avertit le ministre Passalé Kanabé Marcelin. Le niveau du Chari mesuré à la station hydrologique travaux publics de N'Djamena est de 6,92 mètres. Avec une augmentation relativement autour de 10 cm, on a peur que d'ici la fin du mois, on soit autour de 7,50 mètres, qui est le niveau d'alerte maximum. Au vu de ces données, le risque d'inondation fluviale en N'Djamena demeure. Pour anticiper une éventuelle inondation, le ministre de l'eau et de l'énergie informe qu'un suivi quotidien des cours d'eau, à savoir Chari et Logon, est effectué. Passalé Kanabé Marcelin lance un appel à tous les partenaires techniques d'apporter leur appui multiforme financier au gouvernement du Tchad et à la population durement éprouvée par cette calamité. André Kodomadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
tombeau des Askia, joyau historique de Gao, érigé à la fin du XVe siècle, fait l'objet d'une restauration d'envergure malgré les défis posés par le climat et l'instabilité régionale. Ce monument, symbole de la splendeur de l'Empire Songhai, attire à nouveau visiteurs et experts, tous mobilisés pour protéger ce patrimoine mondial en péril. Michel Joseph nous amène à la découverte de ce site emblématique en pleine renaissance. Suivez. Au cœur de Gao, le tombeau des Askia se dresse majestueusement, témoin de la grandeur passée de l'Empire Songhai. Ce monument en terre crue, construit en 1495 par Askia Mohamed, est un symbole indéniable de l'histoire malienne. Mamadou Samaké, chef de la mission culturelle de Gao, souligne l'importance de ce monument. Le tombeau des Askia, c'est un monument historique qui a été construit par Askia Mohamed depuis 1495. Bon, c'est un monument très très ancien qui montre la puissance et la grandeur de l'Empire Songwe, une preuve matérielle vivante aujourd'hui. Donc c'est un monument qui est inscrit aussi sur la liste du patrimoine national et sur la liste du patrimoine mondial, donc depuis 2004. Les habitants de Gao partagent la fierté qu'inspire ce site. Oumar Sédou Maïga souligne l'importance culturelle du tombeau. C'est un musée pour nous, si le mot me permet. Et puisqu'il y aura des historiens qui quittent de lointain pour venir visiter notre site. Et le tombeau des Askia, ça a donné une image pour la région de Gao. Et à chaque fois, c'est une fierté pour nous ici. Mais malgré cette fierté, le site montre des signes de faiblesse. Sous l'effet des pluies torrentielles, une partie du toit de la mosquée attenante s'est effondrée, rappelant la fragilité de ce trésor de terre crue. Sous la direction de l'architecte Abdoulaye Cissé, le projet bénéficie de l'expertise en architecture de terre crue, un défi face aux conditions climatiques rigoureuses. La restauration redonne vie à la tour pyramidale, emblématique du tombeau, un travail complexe mais essentiel. Abdoulaye Cissé se veut rassurant. Certes, il y a le maintien et des actions d'entretien et de maintien par le comité de gestion, par les communautés, mais entreprendre de telles actions pour réhabiliter entièrement la mosquée, c'est la première fois. Donc c'est vraiment un grand chantier auquel nous nous attelons à ce que tout soit parfaitement réalisé tel que prévu. La restauration du tombeau, financée par Alif, une fondation internationale dédiée au patrimoine en zone de conflit, mobilise les artisans locaux. Des savoir-faire ancestraux sont ainsi mis à l'honneur avec une attention particulière à l'utilisation du bois de Hassou pour conserver l'authenticité du site. Pour les historiens comme Mohamed Soumeilou Traoré, cette rénovation revêt une importance particulière, tant sur le plan historique que culturel. Cette rénovation est très nécessaire puisque, comme le nom le désigne, le tombeau des Askia, on a plusieurs Askia enterrés devant cette mosquée, dans l'enceinte même. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, ces tombes. Il s'agit de plusieurs Askia. À Gao seulement, il y a eu 10 Askia qui se sont succédés. Les habitants, fiers de leur héritage, espèrent raviver l'intérêt touristique et culturel pour cette région. Mamadou Samaké souligne que les travaux de restauration ont attiré de nouveaux visiteurs qui viennent désormais admirer la tour pyramidale restaurée à son état d'origine, ce qui a relancé l'intérêt pour le site. Je pense que ça va relancer la visite parce qu'au cours des travaux, on a même vu, il y a des gens qui sont venus visiter, qui ne sont jamais venus, qui sont venus apprécier, surtout à travers la tour pyramidale. Ils ont vu que ça a été corrigé, les angles, l'escalier, la cage d'escalier et il y a la base aussi a été renforcée. Donc ce travail qui a amené la tour pyramidale à son état ancien depuis les années très très anciennes, les années 50 ou avant ça, donc ça a permis à la population quand même de venir visiter. Et tous les jours on a des visiteurs qui sont là. Malgré les aléas du climat et l'histoire mouvementée du Sahel, le tombeau des Askia demeure un symbole de résilience et de fierté pour la population de Gao. Grâce aux efforts des artisans et des communautés, cette merveille de 500 ans continue de défier le temps
assurant sa transmission aux générations futures pour préserver cet héritage inestimable. Au cœur de Gao, le tombeau des Askia se dresse majestueusement, témoin de la grandeur passée. La marine sénégalaise a retrouvé une pirogue avec 30 corps en décomposition au large de Dakar. Les autorités enquêtent sur l'origine du drame lié aux migrations clandestines vers l'Europe, particulièrement les îles Canaries. C'est notre fait marquant de la semaine que nous allions aborder avec notre correspondant à Dakar, Wahani Johnson Sambou, mais nous ne parvenons pas à rétablir la liaison avec notre correspondant. On allait lui demander la réaction du public sénégalais, s'il y a eu un sentiment d'impuissance ou de colère croissant parmi la population et pourquoi, malgré les nombreux efforts et sensibilisations, ces tragédies humaines continuent-elles de se produire au Sénégal et la fermeté affichée par le président Bassirou Diomaye Faye dans sa traque sans répit des passeurs aussi. Cette fermeté pourrait réellement inverser la tendance de ces migrations périlleuses, ou s'il s'agit plutôt d'une réponse politique face à l'urgence de la situation. Malheureusement, on n'a pas Wahani pour justement donner des précisions pour toutes ces questions. Les défis de la migration irrégulière des jeunes Sénégalais, il y a des causes, il y a des réponses, mais aussi des analystes ou des personnes qui sont impliquées dans ces questions migratoires essaient de trouver des solutions. Eh bien, la migration clandestine des jeunes Sénégalais vers l'Europe, notamment via l'Espagne, reste un phénomène préoccupant, poussé par des facteurs économiques, sociaux et politiques complexes. Ils prennent des risques extrêmes pour atteindre une Europe perçue comme un Eldorado malgré les dangers, les facteurs poussant donc à la migration clandestine. Selon Babacar Ndiaye, chercheur principal à Timbuktu Institute, le principal moteur est le manque d'emploi et de perspectives. La Banque mondiale, là je le cite, estime que 12 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail, mais seulement 3 millions d'emplois sont créés en Afrique, souligne M. Ndiaye. La pauvreté croissante, la crise économique et les échecs des politiques publiques ajoutent à ce désespoir, poussant les jeunes à chercher une vie meilleure en Europe, malgré les risques. Il y a donc des défis de la coopération bilatérale qui sont soulignés par notre expert. Pour lui, le principal défi est la transparence dans la sélection des candidats et l'évitement de la politisation du processus, indique Babacar Ndiaye, expert auprès de Timbuktu Institute. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région.